Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque au 11e parasite Strongyloides stercoralis. Ce parasite est responsable de l'anguillulose, une maladie liée au péril fécal. Elle touche 50 millions de personnes dans le monde. Elle est surtout présente dans les pays tropicaux, subtropicaux et en Europe du Sud. Elle est plutôt rare en France. Strongyloides stercoralis se présente sous plusieurs stades. Chez l'homme, il y a la femelle parthénogénétique, ce qui signifie qu'elle pond toute seule sans mâle. La femelle est un ver ovipare, plutôt blanchâtre de 3 mm par 40 micromètres. On la retrouve enchâssée dans la muqueuse duodénale. Les adultes libres sont dans le milieu extérieur. La femelle est plus grosse que le mâle. Il y a deux sortes de larves, les larves rhabditoïdes et les larves strongyloïdes. La larve rhabditoïde fait 300 micromètres, possède un double renflement œsophagien et sa queue n'est pas effilée. La larve strongyloïde est la forme infestante. Elle fait 500 micromètres, son œsophage est rectiligne et sa queue bifide. L'homme va se contaminer par pénétration transcutanée de la larve strongyloïde. Il peut se contaminer en marchant pieds nus sur un sol chaud et humide. Une fois que la larve est rentrée par la peau, elle passe dans la lymphe pour arriver aux poumons. Dans les poumons, elle traverse les bronches et atteint la trachée. Elle est ensuite déglutie et se retrouve dans le tube digestif. Dans le tube digestif, cette larve devient une femelle parthénogénétique qui s'enchâsse dans la muqueuse et pond des œufs. Des larves rhabditoïdes éclosent des œufs. Elles sont ensuite excrétées dans les selles. Si le transit intestinal est ralenti, elles entrent dans un cycle d'auto-infestation. Dans l'environnement, ces larves rhabditoïdes réalisent un cycle externe pour donner de nouvelles larves strongyloïdes infectantes. Il y a plusieurs types de cycles externes en fonction de l'environnement. S'il fait chaud et humide, la larve fait un cycle long externe sexué. Mais si les conditions ne sont pas favorables, la larve ne fait qu'un cycle court asexué. Lors du long cycle sexué, la larve rhabditoïde devient adulte. Ces adultes se reproduisent et les femelles pondent des œufs. Des larves de deuxième génération éclosent de ces œufs. Les larves deviennent des larves strongyloïdes infectantes. Si les conditions ne sont pas favorables, les larves rhabditoïdes se transforment directement en larves strongyloïdes infectantes. Chez l'homme, on observe également un cycle endogène qui est à l'origine d'auto-infestation. Si le transit est ralenti, les larves rhabditoïdes du tube digestif ont le temps de se transformer en larves strongyloïdes, puis traversent la muqueuse intestinale pour se retrouver dans le sang. Elles passent ensuite dans les poumons, puis dans la trachée et sont dégluties. Les larves strongyloïdes deviennent adultes dans le tube digestif, où elles peuvent à nouveau pondre des œufs. L'anguillulose est le plus souvent asymptomatique. Cependant, elle peut se manifester par des troubles digestifs et des signes cutanés, notamment la caractéristique larva currens, qui est due à la migration sous-cutanée de larves et qui se manifeste par de l'urticaire sur l'abdomen. Il peut également y avoir des signes pulmonaires avec de la toux sèche et de l'asthme. Les complications incluent l'anguillulose maligne, une forme disséminée qui peut causer un sepsis et une atteinte neurologique. L'anguillulose maligne touche les sujets immunodéprimés. Une hyperéosinophilie fluctuante permet d'orienter le diagnostic. 3 examens parasitologiques des selles doivent être réalisés à quelques jours d'intervalle. On y voit les larves rhabditoïdes. Leur sensibilité peut être augmentée par la méthode de Berman qui consiste à attirer les larves avec de l'humidité et de la chaleur. Pour observer les adultes et les larves, une coproculture peut être réalisée. La méthode ELISA nous permettra de trouver des anticorps anti-strongyloïdes dans le sérum. Attention, ils ne sont pas très spécifiques à cause de nombreuses réactions croisées. Le traitement repose sur l'ivermectine en prise unique. En deuxième intention, on peut donner de l'albendazole pendant 3 jours. Lutter contre le péril fécal, ainsi qu'encourager le port de chaussures, permet de limiter la contamination. Il est également primordial de dépister tout patient ayant voyagé en zone endémique avant d'induire une immunodépression. En effet, il faut absolument éviter l'anguillulose maligne. Ce parasite est un peu compliqué de prime abord, mais une fois que les cycles sont bien compris, il n'est pas si difficile à apprendre. Je vous souhaite donc de bonnes révisions.